Bonjour à tous. Dans la presse, tout est à la cérémonie d'investiture de de Romuald Wadagni et de Talata, le duo de la mouvance à Parakou. Les journaux analysent et commentent à leur façon ce qui s'est passé ce week-end dans la plus grande ville du nord du Bénin. La une des journaux et la rue de presse viendront par ici peut vous donner d'amples détails. Entre ces deux rubriques, trois autres à venir pour évoquer à nouveau cette actualité-là. D'abord, le bulletin d'information pour déterminer en images et en propos ce à quoi a ressemblé la cérémonie de samedi dernier. Et puis, c'est Fils Béagia qui est membre du du parti Union progressiste Le Renouveau est notre invité. Ce sera donc en deuxième acte l'élément le sujet à évoquer. Il va nous dire ce qu'il a bien pu vivre lors de la cérémonie de Parakou. En quelques mots, et enfin notre débat pour revenir sur la même actualité, commenter, analyser l'actualité liée donc à cette investiture de Romuald de Wada et tout en analysant un peu le contenu de son discours. Bienvenue à tous. Je vous l'ai dit, tout est à l'investiture de Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata samedi dernier, donc en tant que duo de la mouvance pour la prochaine présidentielle au Bénin et Fraternité qui en fait son sujet principal ce matin, présidentielle 2026, investiture des candidats de la mouvance, le duo Wadagni Talata prêt pour la conquête du pouvoir, intégralité du discours du candidat. Et puis les allocutions des chefs de parti à lire dans les colonnes du quotidien. Vous avez aussi l'album photo de la cérémonie à découvrir avec cette précision qu'il y a eu une marée humaine à Parakou samedi dernier. Autre actualité, la liste des guépards est donc disponible désormais pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Retour de Rodrigue Fassinou, 3 absences et un nouveau venu. Le quotidien vous donne tous les détails. Gaskiani Info, investiture à Parakou, le bleu nuit d'une ambition. Et puis chez les démocrates, la course au ticket prend forme. Investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle à Parakou, le potentiel à titre Wada Insel, un pacte de confiance avec la jeunesse béninoise. Nouvelle génération pour continuer. Présidentielle de 2026, une trentaine de candidatures enregistrées dans le cadre de la sélection du duo de candidats à deux partis de la flamme, la leçon de démocratie de LD à la classe politique béninoise. Le Clairon, investiture du candidat de la mouvance, mon ambition est de transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, a dit donc Wadagni, l'informateur. Maître mot du discours d'investiture du candidat de la mouvance, Wadagni, intégrité, courage et constance. Infomata. Cérémonie d'investiture du duo Wadaïn Talata, RN et Claudine Afiavi Prudencio s'engagent fortement pour la victoire. Le décryptage info, Wadaïn fait de la jeunesse le cœur de son projet pour le Bénin. Nous sommes là donc toujours au sujet de la présidentielle de 2026. Le challenge, investiture du duo de la mouvance présidentielle, le candidat Romuald Wadagni fait forte impression pour son premier discours. Dynamisme Info, investiture du duo Wadagni Talata, Parakou Claudine Prudencio et le RN s'engage pour le sacre final. Nouvelle expression, plan stratégique 2025-2029 de la PNE pour briser les chaînes du sous-emploi et libérer les talents. Jakpata, investiture à la présidentielle de 2026 à Parakou, Romuald Wadagni accepte le choix porté sur sa personne et fait une promesse aux Béninois. Le quotidien Le Meilleur, investi candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026. Romuald Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, constance et courage. L'événement précis, investiture du duo candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. À Parakou, Wadagni se pose en technocrate rassembleur. La cloche Romuald Wadagni le 4 octobre 2025 à Parakou. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Visa Info, éliminatoire du Coupe du Monde 2026. Les Guépards abordent la dernière ligne droite. Matin libre présidentiel de 2026, le duo Wadagni Talata investi à
à Parakou. Dabarou, investiture du duo, candidat Wadaïn Talata à Parakou. Je fais la promesse de servir avec intégrité, courage et constance, a dit l'homme. La boussole, investiture du duo de la majorité présidentielle 2026, la mouvance 16 à Parakou, le pacte de la succession. 6 ans déjà, l'observateur, la mémoire d'Issa Para, une vie au service du Bénin. Et fraternité pour la deuxième lecture. Après celle de 2026, investiture des candidats de la mouvance, le duo Wadaï Talata, prêt pour la conquête du pouvoir, intégralité du discours du candidat, les allocutions des chefs de parti, l'album photo de la cérémonie à découvrir, et puis Marie humaine à Parakou samedi, à constater le quotidien. Liste des guépards pour la 9e et 10e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026 au retour de Rodrigue Fassino, 3 absences et un nouveau venu. Voilà donc les détails. Ah ouais. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans une des journaux ce matin avec ces détails qui pourraient vous intéresser à l'intérieur, notamment la page 10 du quotidien avec la 32e édition de la journée mondiale de l'enseignant, le CINES TFP Bénin qui a dénoncé un peu la situation de précarité du corps enseignant. Qu'est-ce que le syndicat reproche justement à la façon dont le corps enseignant, le personnel enseignant est géré au Bénin? Eh bien, vous achetez le journal, vous avez quelques détails. Et puis en sport, c'est l'actualité du moment, hein, en tout cas au Bénin. Les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la nouvelle liste, mettons, de Génote Aurore. Quelques difficultés à faire un regroupement normal avec notamment les absences qui se notent. Le quotidien Fraternité qui revient là-dessus, hein. On en parlera avec Candide Roueto certainement lors donc du bulletin d'information des sports. Allez, on va passer à l'acte 2 d'Actu Matin ce matin avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. Avec vous, nous parlons donc du bulletin d'information et le dauphin de Patrice Talon qui est investi candidat pour la présidentielle de 2026. Romuald de Wadaï a prononcé son discours en prenant hommage à l'œuvre accomplie et de promesses d'avenir pour la nation. Les militants des 4 principales formations politiques de la majorité présidentielle ont choisi Parakou pour donner une envergure nationale à l'événement. Et puis, promotion des produits locaux, les activités du mois du consommation local sont lancées. Investissement agro-industriel, valorisation du savoir local et accès au marché, c'est le thème de l'édition 2025. Le top a été donné par la directrice adjointe de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce. On vous dira beaucoup d'autres précisions. Voici le bulletin. Le tandem Wadaï Talata qui a été désigné pour porter les couleurs de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026, eh ben, ce tandem a été officiellement investi le week-end écoulé à Parakou. C'est dans le nord du Bénin. Tanguy, les militants des 4 formations politiques qui soutiennent cette candidature ont massivement effectué le déplacement de Parakou pour être les témoins privilégiés de ce grand moment de l'histoire où des annonces fortes ont été faites. À la tribune, Wadaï a pris parti pour les jeunes sur qui compte s'appuyer pour réussir. Une fois élu président, Virgile Arod ayant Elvis Tonoucoin. Porté par la Renaissance nationale, le Moël Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, le candidat unique de la majorité présidentielle affiche à cette tribune historique une posture de rassembleur. Cette investiture n'est pas seulement celle d'un homme, d'une femme ou d'un clan politique. Elle est un moment qui appartient à toute la nation béninoise. Aujourd'hui, nous célébrons l'unité, l'engagement et l'espérance de tout un peuple. Très attendu sur son programme, Romuald Wadaï n'en dira pourtant pas grand-chose aujourd'hui. Je suis ici pour partager avec vous 2 convictions fortes. La première, c'est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes long, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. Le temps est donc donné. Le renforcement des institutions,
l'assainissement des finances publiques et les transformations profondes en cours dans le pays depuis 2016 vont bel et bien se poursuivre avec Romuald Wadayi, qui voudrait bien compter sur la jeunesse pour réussir la mission. J'ai la conviction forte que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que nous n'avons pas encore fini de réveiller et de révéler. Mon ambition est donc claire, transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, transformer les opportunités en réussite et transformer les réussites en dignité. Chaque jeune béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. Mon engagement est donc de bâtir avec vous et pour vous un avenir où chaque jeune, d'où qu'il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir. Sans jamais perdre de vue, encore moins s'éloigner de la dynamique portée par le président Talon depuis bientôt 10 ans, Romuald Wadayi entend écrire ensemble avec les Béninois une nouvelle page de l'histoire du Bénin. Une histoire qui, selon ce dernier, permettra à chaque jeune et à chaque famille de bâtir sereinement son avenir. Le candidat de la mouvance présidentielle a eu un parcours de technocrate. Romuald Wadayi, 49 ans, natif de Lokossa, est financier de formation, diplômé d'Harvard. Il a fait carrière dans un cabinet français réputé et tient les rênes des finances au gouvernement béninois depuis bientôt 10 ans. Biographie de Romuald Wadayi avec William Cliquant. En gros, mais comment faire pour le Béninois se sentir encore plus fier? Romuald est fils de Nestor Wadayi, statisticien économiste formé à l'ANSAE à Paris. L'éducation du jeune Wadayi a été marquée par des valeurs de rigueur et de responsabilité. Dès l'enfance, l'aîné de la fratrie de 5 enfants a été formé à des tâches manuelles comme la maçonnerie, la mécanique. Le fils n'a pas un profil trop éloigné de l'économiste qu'a été son père. Romuald Wadayi a un brillant parcours académique. Il est sorti major de la promotion 95-99 du master en finance à l'École supérieure des affaires de Grenoble. De profession, c'est un expert comptable certifié en France et aux États-Unis, diplômé de Harvard Business School en capital risque et titulaire d'un MBA. À 36 ans, Romuald Wadayi est devenu le plus jeune associé de l'histoire du cabinet de Deloitte, qu'il a très tôt rejoint en 1998. Romuald Wadayi a marqué son passage en pilotant l'audit et la qualité en Afrique francophone, en ouvrant aussi des bureaux stratégiques sur le continent. Depuis 2016, il est ministre de l'économie et des finances, avec reconduction au rang de ministre d'État en 2021. À l'échelle sous-régionale, il a tenu la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Au nombre de ses distinctions internationales, en 2021 et 2024, Financial Afrique l'a élu meilleur ministre des Finances en Afrique. Il a aussi été lauréat du prix africain de développement, PADEV. Autre volet de l'actualité, le monde entier a célébré hier 5 octobre 2025 la journée mondiale des enseignants. À la veille de cette célébration, le ministre des enseignements maternels et primaires a délivré pour le compte des 3 ordres de l'éducation un message au peuple béninois et en particulier à ces hommes et femmes qui transmettent le savoir. Voici un extrait de son message. De par la mise en œuvre cohérente et efficace de votre contrat social, vous parvenez à mettre indéniablement à la disposition de la nation des cadres honnêtes et éclairés, appelés à sous-tendre et stimuler sa marche vers le progrès rêvé. Fort de cette évidence, vous convenez avec moi que c'est à juste titre que sur un ton péremptoire, Jean-Pierre Chevènement a affirmé, je cite, « Le corps enseignant est la plus grande armée après l'armée rouge. » Fin de citation. Chères enseignantes et enseignants, comme à l'accoutumée,
le gouvernement béninois, qui se saisit de cette opportunité pour vous célébrer à travers les 3 ministères en charge de l'éducation et pour vous permettre de vous célébrer, ne va déroger à cette pratique. C'est pour cela qu'après Savet, la cité des Mamelles en 2024, c'est bientôt au tour de Djougou, la ville des Pétonis, d'accueillir cette année les manifestations officielles marquant cette 32e édition. À cet effet, et par anticipation, je voudrais décerner un satisfecit appuyé à tous les cadres des 3 ministères en général et à toutes les autorités locales engagées dans le processus de préparation de la Journée mondiale des enseignants 2025 en particulier. Mesdames et messieurs, chères enseignantes et enseignants, le thème international de cette année, Innovant A, redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration retenu par l'International de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO, sonne tel une invite à mettre en évidence le potentiel transformateur de la collaboration pour les enseignants, les établissements scolaires et les systèmes éducatifs. Repenser la profession enseignante comme une profession intrinsèquement collaborative, soutenue par des politiques, des pratiques et des environnements d'apprentissage qui valorisent l'entraide, le partage d'expertise et la co-responsabilité qui est indispensable pour renforcer la qualité de l'enseignement, améliorer l'apprentissage et valoriser l'épanouissement professionnel des enseignants. On parle à présent du lancement officiel du mois de consommation local. L'événement s'est déroulé la semaine dernière au marché Ganhi de Cotonou, placé sous le thème investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. L'édition 2025 du consommation local se veut un défi à tous les niveaux, selon les autorités béninoises. Ulrich Gaba. C'est dans cette salle du nouveau marché moderne de Ganhi que le coup d'envoi officiel du consommation local est donné. Cette initiative majeure, véritable vitrine du savoir-faire béninois, est dédiée à la promotion des produits locaux. Cet événement, qui consacre le mois d'octobre de chaque année, le mois du consommé local dans tout l'espace UEMOA, a pour objectif de promouvoir les produits et services de l'espace communautaire, de renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. De l'artisanat aux délices culinaires en passant par les innovations technologiques, les exposants rivalisent de créativité, témoignant du dynamisme de l'économie intérieure. Il s'agit pour les autorités béninoises de transformer l'essai de la consommation locale en une habitude pérenne et structurante. La présente édition se célèbre dans un contexte particulier de mise en service de nos infrastructures marchandes, nos marchés modernes qui doivent désormais offrir plus de visibilité à nos produits locaux. Une vingtaine de marchés urbains et régionaux construits sur toute l'étendue du territoire national pour mieux exposer nos potentialités. Consommer nos propres produits est l'une des meilleures façons de promouvoir le Made in Bénin. Plus qu'une simple foire, le consommation local s'impose comme un laboratoire d'échange et une plateforme essentielle pour que les producteurs puissent dépasser les frontières et consolider leur place sur le marché national. Le pari est donc pris, faire des produits locaux, la fierté est le moteur de la croissance économique. Plusieurs activités sont à l'affiche de ce mois du consommation local. Et puis dans le zoo, la police républicaine soutient davantage pour une gestion efficace des crises au Bénin. À cet effet, un exercice d'entraînement est organisé à Dessa. Il s'agit d'une simulation d'une crise entre éleveurs et agriculteurs que toutes les parties prenantes dans la gestion d'une crise ont été appelées
à gérer la manœuvre a connu la participation de plusieurs unités dont la police républicaine et d'autres corps de l'armée. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. L'exercice a duré plusieurs jours, précédé d'une phase théorique. Il a consisté en une simulation d'une crise entre éleveurs et agriculteurs. L'opération est menée dans le cadre d'un projet financé par l'Agence belge de développement Enabel. Pour la circonstance, il s'est agi de tester le niveau d'opérationnalité des diverses unités qui prennent part dans la gestion des crises de cette envergure. Donc c'est une fois pour nous de travailler sur la synergisation que nous devons rechercher à la survenance d'une crise, notamment les sapeurs-pompiers, je dirais l'Agence nationale de la protection civile, la D2 qui concerne les services de secours et de santé, la D3 qui concerne la police, la D4 qui est la discipline 4, mais les grands moyens, et ensuite la D5 qui concerne la communication tout simplement. Occasion d'éprouver les nouveaux moyens acquis au profit des unités concernées. Les essais ont aussi permis de revisiter le manuel de procédure à la survenance d'une crise et bien d'autres protocoles. Nous avons voulu que cela soit un exercice de sécurité publique générale, mais nous avons associé l'armée à venir observer, nous apprécier et pour faire leur observation également. C'est un bel exercice. S'entraîner, c'est se donner les réflexes nécessaires pour agir en cas de réalité. Et c'est ce que font les policiers. Je suis admiratif devant ce qu'ils ont eu à faire parce qu'ils ont choisi des thèmes qui sont très actuels, qui vont nous permettre d'éviter que des communautés ne mettent à mal notre vivre ensemble. Pour le préfet des Collines, région choisie à dessein pour cette expérience, ce cadre d'exercice vient à point nommé. Il y a un renforcement de capacité qui nous permet quand même de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, on peut dire que les unités opérationnelles sont mieux renforcées de par cet exercice. Et puis, dès qu'il y aura d'éventuelles crises, ça va permettre de gérer au mieux et promptement la crise. En plus de s'assurer du degré, mais surtout de la qualité des interventions en cas de crise du genre et leur gestion, la manœuvre vise également à tirer les leçons nécessaires en vue d'améliorer puis accroître la capacité opérationnelle de la police républicaine ainsi que les autres corps de l'armée impliqués. Et c'est ainsi que s'achève cette session d'information, Tanguy. Merci beaucoup, Florence, pour la présentation. Très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, si vous aimez les sports sur l'Actu Matin, c'est le moment de les suivre. Un menu assez diversifié pour lancer la semaine de l'information sportive sur Canal 3 Bénin sur Actu Matin. Par ailleurs, on va parler donc de football, de handball, de natation et bien d'autres disciplines à évoquer ce matin. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. On va commencer par le sport roi. La deuxième journée de la Ligue 1 béninoise s'est déroulée ce week-end. 9 matchs joués au total ce week-end dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. L'équipe des Buffles du Borgo s'est offert une victoire étincelante devant son homologue de Asvo, 3-0 à 0, 1-0 pour la victoire de Lotto Popo devant son homologue de Odu FC de Comé en déplacement. Donc 5-1 pour la victoire de l'AS Sobemap devant l'équipe de Espoir FC de Savoie. Score nul et vierge entre l'AS Cotonou et l'équipe de la jeunesse sportive de Pobert et entre l'équipe de la SPAC et celle d'Ayema Football Club. 1-0 pour la victoire du Dragon Football Club devant son homologue de Dynamo FC d'Abomey. L'équipe de Damissa Football Club s'est imposée par le même score à l'équipe de Banigansé. Et puis Coton Football Club, vice-champion en titre du Bénin, s'offre une victoire 2-1 pour donc la deuxième journée de la Ligue 1 saison 2025-2026. Après donc ces différentes confrontations au cours de la deuxième journée de compétition, le classement est dominé par l'équipe des Dragons de Lomé avec un total de 6 points au compteur, un goal différentiel de plus de l'équipe de l'AS Sobemap vient en deuxième position avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus 4 points également au compteur, mais un goal différentiel de plus 3 pour l'équipe des Buffles du Borgo qui vient en troisième position. La jeunesse sportive de Pobert est quatrième au classement avec 4 points au compteur, un goal différentiel de plus un même nombre de points au compteur pour l'équipe de l'ASPAC, celle de Damissa et puis Lotto Popo
qui viennent respectivement en 5e, 6e et 7e position. L'équipe de Coton Football Club, avec un match en moins, est logée à la 8e position avec 3 points au compteur, un goal différentiel de plus 1 et puis 3 points au compteur pour l'équipe de l'USS Craqué sur le classement, notamment le top 9 de ce classement après donc la deuxième journée de la Ligue 1 Tanguy. Allez, on va parler toujours football, mais cette fois-ci on va s'intéresser aux Guépards du Bénin qui vont effectuer très prochainement, en tout cas, 2 sorties décisives. C'est pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde l'année prochaine. En prélude à ces 2 sorties, j'ai notre rôle à dévoiler la liste des joueurs qui devront être justement sur le terrain. C'est ça, une liste de 25 joueurs sur cette liste. On note 3 blessés dans la liste de Guénotro, notamment Rachidi Moumini qui est blessé, tout comme bien entendu Rodolfo Aloko, et de l'autre côté, Candace Fiogbe en manque de compétition ne sera donc pas de la partie, comme lors des récents rassemblements. Junior Laitan, lui, est dans une situation probablement incertaine, mais il est sur cette liste. On note également sur la liste le retour de Rodrigue Fassinou, tout comme Romaric Amoussou, et puis une première pour le joueur, l'ancien international U20, Olatundi Tessilimi, qui est bien entendu le dernier sur cette liste. Au poste de gardien de but, on a les 3 classiques, notamment Sartuni Alagbe, Marseille Dandino, Serge Obassa. Au poste de défenseur, on a Cédric Ontondi, David Kiki, Rodrigue Fassinou qui fait son retour en sélection, Woru Tamimou, Yohan Roche, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon au milieu de terrain, Mathieu Arlenvi de Dodokou, Cécile Almeida, Mourad Hassan, Mariano Awangbo, Samadou Atidikou et Rodrigue Ekossi. Au poste d'attaquant, Jodé Dossou, Steve Mouni, Rachidou Razak, Junior Laitan, Andrea Sontondi, Tosin Egoum, Romaric Amoussou, et puis la première donc avec les seniors, les fans de la sélection fanio donc de Olatundi Tessilimi qui vient donc en sélection pour la toute première fois. On va écouter ici le sélectionneur Guénotro qui, face aux hommes des médias, s'est prononcé sur sa liste de 25 joueurs. Alors, il y a une nouveauté, vous avez remarqué, Olatunji Tessilimi, c'est la première fois que nous l'invitons. Nous avons eu donc le forfait de Rodolfo, comme vous le savez, qui s'est fait opérer du ménisque. Donc on a décidé de donner la chance à notre jeune joueur qui fait très bien dans le championnat suédois actuellement, à Helsingborg, qui a marqué des buts, qui a fait marquer, et qui fait partie de ces anciens U20 qui nous ont déjà rejoints. Donc on va le voir, on va le découvrir, et j'espère qu'il va être à l'aise avec cette équipe. Ensuite, on a Moumini qui est blessé, et depuis hier, il est forfait. On a échangé beaucoup avec son staff médical, et on a eu l'IRM qui lui interdit de pratiquer le football pendant au moins 2 semaines. Donc il est out, une grosse entorse à la cheville est enflée, on a vu les photos, donc malheureusement il est là. Il était revenu en forme, donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous, vraiment, parce que son début de saison en Azerbaïdjan était de qualité. Ensuite, on n'a pas repris Fiogbe, qui n'a pas fait un seul match depuis le début de la saison, et pour un jeune joueur qui ne joue pas, c'est dommage. Donc on s'est mis d'accord, il faut qu'il joue un peu pour pouvoir prétendre à revenir avec nous. Romaric, par contre, rejoue avec son club. Il a fait la Coupe africaine. Il était malheureux parce que 5e tireur, ils sont éliminés, la SEC au penalty. Il était 5e tireur parce qu'un autre ne voulait pas tirer. Donc il est allé, mais le gardien a arrêté. Ils sont éliminés sur ça, mais il a fait des bonnes prestations avec la SEC. Donc Romaric est de retour. Et nous avons aussi Rodrigue Fassinou qui a retrouvé la forme. Il avait traversé une période difficile où il était en best forme. Et là, il est revenu avec un nouveau coach, avec un but marqué en compétition africaine. Et comme Moumini est blessé, tout naturellement, c'est Rodrigue Fassinou qui le remplace.
qu'en dit Guénotre sur cette liste de 25 joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs des Guépards du Bénin dans le cadre de ces éliminatoires comptant pour le prochain mondial, celui donc de 2026. Et bien entendu sur cette liste, je l'ai évoqué un peu plus tôt, Junior Laitan, l'un des joueurs régulièrement titularisés, et cette fois-ci dans une situation où il pourrait ne pas jouer au cours de ces 2 derniers matchs décisifs pour la qualification au mondial. Une situation qui inquiète un tant soit peu le sélectionneur Guénotre. On l'écoute. Il y a une autre interrogation. Il est sur la liste et je pense que ça va aller, mais c'est très incertain. Olaitan, qui est sorti sur blessure son dernier match, qui ne joue pas ce week-end, est arrêté. Il a passé une IRM. Il y a une légère élongation, blessure musculaire aux ischio-jambiers. Et son club voulait le retenir, mais on va constater nous-mêmes sa blessure. S'il y en a une vraiment qui l'empêche de jouer, il ne jouera pas. Mais lui-même, il dit que ça va aller. Mais on fera confiance à notre staff médical. Olaitan, pour nous, est un joueur important. On s'était bien trouvé, notamment dans le deuxième match, sur le plan offensif. Et ça serait dommage que Rodolfo, Moumini, Olaitan ne puissent pas jouer. 3 titulaires indiscutables sur ces 2 derniers matchs. Voilà, mais bon, on espère pour Olaitan qui sera là. L'espoir donc du Guénotre pour les 2 prochains matchs des Guépards du Bénin, où le Bénin sera en déplacement notamment à Kigali et puis après à Uyo pour en découdre respectivement avec les Amavubi du Rwanda et les Super Eagles du Nigeria. 2 matchs décisifs, 2 grandes finales à disputer pour la bande à Guénotre pour déterminer si ils seront ou non, bien entendu, à la prochaine messe du football mondial, bien entendu. Et pour cela, Guénotre s'est déjà penché sur les pièges à éviter, notamment les situations de faute technique, pourquoi pas comme l'a commis les équipes du Rwanda et pourquoi pas récemment celle de l'Afrique du Sud. On va écouter à nouveau Guénotre. Je dirais que sur ces joueurs-là, il y en a 9 qui sont sous le coup d'une suspension s'ils prennent un carton jaune. 9 joueurs, j'ai ici la liste, tous en jaune là. Donc, il va falloir faire attention, mais comme on est 25, je pense que pour le deuxième match, même si au premier match, il pouvait y avoir des cartons jaunes, jusqu'à maintenant, on a su éviter la moindre suspension. On n'a jamais eu un seul suspendu parce que les joueurs ont fait attention, tout en se battant. Ils n'ont pas fait de gestes d'indiscipline. Alors là, on n'est pas du tout content. Si c'est pour une contestation ou pour un mauvais geste d'humeur, qu'un joueur est suspendu, il aura une amende. Donc là-dessus, on est très exigeant. Et on ne veut pas être handicapé sur ce genre de manque de rigueur. Ce match est décisif, ce prochain match. Le vainqueur de ce match aura son mot à dire. Et si un match nul, tout est possible encore. Ça dépend évidemment aussi du résultat des autres. Nous sommes en tête, on voudrait le rester, mais on sait que 2 fois à l'extérieur de suite, ça va être extrêmement difficile. Et que c'est plus facile de recevoir 2 fois dans un stade plein contre des équipes relativement, on va dire, moins bien placées que celles qu'on va rencontrer. Voilà. 10 octobre 2025 à Kigali pour le duel entre Amavubi Stars du Rwanda et Guépards du Bénin. Et puis après, le 14 octobre à Uyo au Nigeria pour le duel décisif entre donc Guépards du Bénin et Super Eagles du Nigeria. Et parlant justement de ces duels, comme vous le voyez déjà sur cette image, la liste des Super Eagles retenus pour en découdre, notamment avec le Lesotho le 10 octobre et puis après le 14 octobre avec le Bénin au poste de gardien de but. On a le titulaire indiscutable Stanley
Nouabali qui sera accompagné par donc ses dauphins Hamas Obasogui et Adebayo Adeleye. Au poste de défenseur, ils sont bien entendu nombreux. Félix Agou, Bruno Onyemeachi, Prêtre Osaï, Samuel Essei Adjaï, bien entendu William Troust Ekong, Calvin Bassei et puis Benjamin Frédéric. Au poste de milieu de terrain, on a Sel Iwobi, Wilfred Ndidi, Franck Onyeka et puis Alassane Youssouf. Au poste d'attaquant, comme vous le voyez, on a Simon Moses Simon, Ademola Lukman Tolu, Oro Kadere et puis bien entendu Victor Osimhen, sans oublier Terem Mofi, Cyriel Dessert, Samuel Chikweze, Akor Adams et puis Ola Olusegi. Voilà donc les joueurs retenus par le staff technique des Super Eagles du Nigeria. Bon, on découte avec donc le Lesotho le 10 octobre et puis le Bénin le 14 octobre et le 14 octobre bien entendu 2025. Allez, on va passer à une autre actualité maintenant du continent à présent. La phase des groupes de la Coupe du Monde des moins de 20 ans a connu son épilogue ce lundi avec donc les derniers matchs déroulés pour donc les 6 derniers matchs déroulés en clôture à cette phase des groupes, notamment au cours de la 3e journée. L'équipe U20 de l'Argentine s'est imposée par un score d'1-0 à son homologue de l'Italie, 3-1 pour la victoire de l'Australie devant l'équipe de Cuba. Et bien entendu, 2-1 pour la victoire de l'Afrique du Sud devant son homologue des États-Unis. La France s'est imposée par un score de 5-0 à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Score nul d'un but partout entre l'Arabie Saoudite et la Norvège, et puis entre le Nigeria et la Colombie. Après donc ces différentes confrontations, les pays qualifiés pour disputer l'étape des 8e de finale sont connus. Et bien entendu, on a l'équipe de Chili U20 pays hôte, celle du Mexique, l'Ukraine U20, Argentine, Paraguay, le Japon, l'Italie, le Maroc, l'Espagne, la Colombie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Norvège, la France, les États-Unis et le Maroc. Voilà donc les pays qualifiés pour l'étape des 8e de finale, les 16 pays donc qui seront toujours en course pour le quart final de cette édition 2025 de la Coupe du Monde U20. Allez, on passe à une autre actualité maintenant. On change de discipline pour continuer le tour d'horizon sportif de ce matin. La phase des playoffs de la Ligue Pro 2 de handball a livré son verdict ce week-end et on connaît désormais les équipes vainqueurs. Au niveau des hommes, c'est l'équipe de Asso Volcan, comme vous le voyez à l'image, qui s'offre le titre au niveau donc des hommes pour le compte de cette édition de la Ligue Pro 2 de handball. En finale, l'équipe des Noirs et Rouges s'est imposée par un score de 37-28 à son homologue de Bosco Star pour s'offrir le Graal donc de cette édition. Après donc le succès retentissant au niveau de la phase intermédiaire de la compétition, l'équipe de Asso Volcan confirme donc son succès et termine sur la plus haute marche du podium, cette fois-ci devant l'équipe de Bosco Star qui termine donc en 2e position. Au niveau des dames, c'est l'équipe de AS Le Laurier qui s'offre le titre devant son homologue de Asso Baobab, une victoire en toute maîtrise des filles de l'AS Laurier, 36-25 devant leurs homologues après donc une rencontre assez épique et spectaculaire. Allez, on va continuer maintenant avec un sport nautique. Le Bénin participe depuis vendredi dernier à l'édition 2025 des championnats de natation de la zone 2 à Accra au Ghana. Ils sont 20 nageurs juniors, seniors et masters à défendre les couleurs nationales dans plusieurs épreuves au niveau donc des hommes et des dames à Accra. Après donc une première journée plus ou moins fructueuse, la deuxième a elle aussi d'une belle moisson pour les représentants béninois. Ils ont raflé un total de 24 médailles au jour 2 de la compétition, dont 8 en or. Voici le point de la deuxième journée des représentants béninois. Ils ont trouvé leur repère dans le bassin du Bordeimon Aquatic Center d'Accra et deviennent incontrôlables au niveau des différentes séries. Les nageurs béninois qui participent à cette édition 2025 des championnats de natation de la zone 2
continue de marquer les esprits dans les catégories respectives. La série sur le gâteau, une première participation du Bénin à l'épreuve des relais 4 x 200 mètres nage libre chez les juniors et seniors, et ils ont une nouvelle fois impressionné dans l'eau. Donc c'est très bien, c'est beau, parce que c'est pas une épreuve facile, hein, c'est un des relais les plus compliqués, parce que 200 mètres, c'est quand même une longue distance, on peut avoir tendance à partir très vite, et là, première. Donc chapeau aussi bien pour les petits jeunes, hein, pour les juniors qui ont fait un beau relais, et puis également pour les seniors, parce que du coup, on a établi un record, en tout cas, une marque. Les athlètes ont bien nagé, ils sont bien rentrés dans la compétition avec quelques médailles et puis l'amélioration de leur propre performance. Il y a d'autres qui ont gagné des médailles, mais n'ont pas amélioré leur performance, mais quand même l'essentiel est qu'on ait beaucoup de médailles. Au cours de ces championnats de la zone 2, l'espoir béninoise de la natation féminine Iona Duye confirme à nouveau. Déjà médaille d'or au cours de la première journée au 100 mètres nage libre, la jeune béninoise domine les épreuves du 400 mètres nage libre, 100 et 800 mètres papillon junior féminin au cours de la deuxième journée. Dans la catégorie des seniors hommes, Alexis Kpalé domine les débats au cours des épreuves du 400 mètres nage individuel et 200 mètres d'eau senior. La fatigue était présente parce qu'on n'a pas forcément pu se relaxer et récupérer. Mais après, j'ai direct su rebondir cet après-midi sur les 800 et c'était beaucoup mieux, ça s'est bien passé. Et je suis vraiment contente de moi, c'est un nouveau temps pour moi et c'est un nouveau record national aussi. Cet après-midi, je me suis essayé sur le 400 mètres crawl. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais il fallait bien que j'essaye. Voilà, je finis deuxième amèrement, mais plutôt content de ce que j'ai fait aussi. Les nageurs béninois, juniors, seniors et masters déroulent en parfaite maîtrise face à la concurrence au cours de ces championnats de natation de la zone 2. Après 2 journées de compétition, la team Bénin a déjà raflé 33 médailles, dont 11 en or, 18 argent et 4 bronzes. Voilà donc la moisson de médailles des nageurs béninois au cours de la deuxième journée de compétition. La troisième qui a connu son épilogue, bien entendu. Et on ne reviendra pas ici demain pour faire le bilan complet de la participation du Bénin à cette édition 2025 et des championnats de natation de la zone 2 à Accra au Ghana, où même au cours de la deuxième journée, ils ont déjà battu leur record de médailles de 2024 où ils ont raflé 32 médailles au jour 2 de la compétition. Ils totalisent 33 médailles. Allez, on passe au cyclisme maintenant pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Les athlètes béninois cyclistes notamment participent à l'édition 2025 du Tour cycliste international féminin de Burundi depuis hier. Et puis ce dimanche, une béninoise a terminé première donc de la première étape du Tour cycliste international féminin du Burundi. Il s'agit de l'Amazone Charlotte Metoevi qui en 1h28 minutes 34 secondes a plié, sinon a avalé les 45,8 km avec une vitesse moyenne de 31,027 km par heure. Elle a, au bout d'un sprint groupé, déposé donc la redoutable burkinabé La Moussa Zungrana, championne en titre de ce Tour cycliste international féminin de Burundi. Grâce donc au travail d'équipe, sa compatriote Hermione Awissou a terminé troisième avec le même temps que les 2 premières au classement général. Allez, Tanguy, ça sera tout pour les sports ce matin. N'oubliez pas le rendez-vous de 21h. Ça sera donc un tour d'horizon de l'actualité sportive plus ou moins mouvementée, plus ou moins étoffée, avec les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où le Bénin joue le 10 octobre 2025 l'équipe des Amavubi Stars du Rwanda, et puis le 14 octobre l'équipe des Super Eagles du Nigeria. On reviendra sur les enjeux de cette explication pour les Guépards du Bénin qui jouent 2 finales pour se hisser donc pour s'offrir donc un billet pour la prochaine messe du football mondial. Au-delà de ça, on fera le point de la participation du Bénin au championnat de natation de la zone de Africa 2025 à Accra au Ghana, où les Béninois ont fait une bonne moisson de médailles. En exclusivité ce soir, on reviendra sur la participation du Bénin au championnat d'Afrique, sinon à la Coupe d'Afrique de kickboxing en Égypte, où le Bénin termine 2e
derrière l'Égypte, pays hôte, deuxième place continentale pour le Bénin donc à cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing où les athlètes béninois sont même rentrés hier avec les coups chargés de médailles. On reviendra pas ici ce soir pour faire le point. Merci beaucoup à vous, Candide, pour ces précisions. Très bonne journée. Merci. Et à 21h, on va vous suivre religieusement. Mesdames et messieurs, voici mon invité de ce matin. Mon invité ce matin, c'est Cephis Béo Aguia, il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Monsieur Béo Aguia, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous étiez à Parakou pour vivre en direct et personnellement à la cérémonie d'investiture du duo Wadaï Talata de la Mouvance. Merci de venir nous en parler ce matin. Fallait-il vraiment aller à Parakou pour cette cérémonie quand vous voyez un peu comment les choses se sont passées là-bas samedi? Il fallait aller à Parakou. D'abord, c'était une assise importante des partis politiques qui, après avoir désigné le candidat, devraient tenir les instances réglementaires de leur formation politique pour investir le candidat. Donc ça, c'est du rôle soit des congrès nationaux ou des bureaux politiques nationaux, des directions exécutives nationales de chaque parti politique. Donc comment chaque parti politique est organisé, c'est ça qui a été fait sur Parakou. Et donc, au-delà de tout, ce qui paraît événementiel, c'est une assise de partis politiques pour investir un candidat désigné conformément au test et donc apporter cette onction réglementaire ou statutaire de ces partis politiques-là. Et donc, à ce titre et autour, forcément qu'il va y avoir des temps forts. Et entre autres temps forts, c'est les éléments de langage qui sortent de là, les allocutions, d'abord, donc les lectures des décisions des partis politiques, les allocutions des différents chefs de partis politiques, les 4, et la réception qu'en fait le candidat désigné, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que depuis début septembre où cette désignation a été actée par les formations politiques, il n'a pas pris la parole. Et c'est vrai qu'on l'a vu partir. C'était fait exprès, visiblement? Non, c'était qu'il fallait que les instances se tiennent pour le consacrer et qu'on constate cela. Et c'est avant qu'il prenne la parole. Donc il a pris la parole pour recevoir cette désignation et dont il mesure toute la gravité et la charge que cela implique. Et donc, à son tour, en réagissant, il a accepté, en fait, en estimant que cela, c'est un honneur. Et au-delà de tout, c'est une charge importante, mais pas que pour un homme, parce que cet événement de Parakou, il l'a clairement dit, ce n'est pas lui intuitif personnel, c'était un moment de la nation. Et donc, c'est voulu ainsi pour que la suite du chemin politique... On va revenir sur le contenu des discours tenus là-bas. Mais je veux bien observer la femme et je commençais à me demander si Parakou était vraiment pertinent pour aller faire ça. Si c'est une formalité des partis politiques pour une investiture, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas quelque part à Cotonou, à côté là, pour qu'on fasse ça rapidement? Bon, Parakou, c'est quand même un centre, un cœur politique, un cœur vivant de notre histoire politique. Et d'ailleurs, pour le candidat désigné, beaucoup ont été surpris d'apprendre son lien, son relationnel, son affectif avec Parakou, où son père a été directeur départemental du plan au Borgou, donc. Et lui, dans cette enfance, cette jeunesse, il a pu jouer dans les rues de Parakou. Il connaît Parakou. C'est un symbole, en tout cas particulièrement pour lui-même. Il faut comprendre un peu ça. Peut-être qu'il a pu influencer une telle désignation, qui sait, mais je pense que pour ce que ça est, ça vaut le coup. Et comme je dis, Parakou, c'est un cœur politique important de notre espace politique national. À la veille de la cérémonie, on sentait en tout cas dans l'option communicationnelle du côté de la mouvance que le défi de cette rencontre, c'était comme celui de la mobilisation pour cette première sortie. D'ailleurs, c'est la première fois que le candidat prenait ainsi la parole. As-tu vraiment l'impression que le défi a été relevé? Bien entendu.
le défi a été relevé. Alors, du point de vue de la mobilisation, il faut se faire clair. Ce n'est pas un lancement de campagne, ce n'est pas une recherche de ferveur et de liesse populaire. C'est une réunion politique, comme je l'ai dit tantôt, et qui regroupait les instances des formations politiques. Cela explique toute la mobilisation des responsables qu'on a à l'intérieur du stade. Et donc, cette séance était statutaire pour les formations politiques. Et par à coup, toutes les formations politiques, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, le Moël Bénin et bien entendu Renaissance nationale, tous leurs responsables ont fait le déplacement pour acter ce moment important. Et bien entendu, au niveau local, il faut s'entendre que la population locale soit présente. Elle a été présente. On a pu sentir cette animation dans les gradins. On a pu sentir, parce que les autres responsables devraient être dans les dispositions qu'il faut. Et ça a été le cas. Et puis après, donc forcément, au niveau local, une présence populaire aussi qui a été vive, et des jeunes aussi qui ont porté cette ferveur-là autour de l'événement, avec beaucoup d'animation et de joie. Ouais. Alors, dans la forme, hein, le principal candidat, il était sobre, peu de poignées de main, pas de tenue d'apparat en tant que tel. Et puis, mettons, pour donner en tout cas une impression de circonstances respectées, pourquoi il a été aussi sobre et distant? Non, pas. Bon, d'abord, je dis la nature de la rencontre exigeait de la sobriété. Je dis, nous ne sommes pas en lancement de campagne, nous ne sommes pas en meeting. C'était pas un meeting en fait. Donc la sobriété, ça va avec ce que l'événement représentait. Alors, y a-t-il eu de la distance? Non, je pense qu'il y a plutôt, de façon anecdotique, de voir certaines... Très peu de points de main, par exemple, alors que quand même, c'est un moment solennel d'investiture, surtout de gratitude aussi de sa part, puisque de sa modeste personne, on en fait le candidat de la mouvance, il devrait en savoir gré aux responsables des partis politiques. Ce qui fut fait, une gratitude bien exprimée, et donc on ne va pas faire focus sur ce qui paraît anecdotique, parce qu'à force de le dire, c'est qu'on pourrait même penser que est-ce qu'il ne fallait pas que le candidat et les responsables des partis politiques passent la même marque de parfum? Non, on n'a pas besoin de faire focus sur ça. Le plus important, c'était cette réunion. C'était ce que cela représentait pour les formations politiques qui ont assumé dans les interventions de chacun des responsables, qui ont, dans cette assumation de désignation, ont porté toutes les voix qu'il faut, ce qui peut consister dans la continuité d'une vision de développement en marche depuis presque 10 ans aujourd'hui, et l'espérance que doit porter cette candidature-là, et l'unité qui doit se faire autour. Et donc c'était un moment à la fois d'unité, d'engagement et d'espérance. Et pour dire espérance, vous avez pu noter quand même le mot fort, l'adresse forte du candidat désigné à l'endroit de la jeunesse, qui est celle qui porte l'espérance de toutes les façons. Il est de la génération et il a su trouver les mots justes pour dire que le temps est arrivé davantage de réveiller le potentiel qui est en chaque jeune et de révéler ce potentiel-là. Des efforts ont été faits, mais il faut consolider ces efforts-là aujourd'hui pour que, au niveau de ceux qui ont des initiatives, puisqu'il y a des initiatives aujourd'hui portées par les jeunes, de belles initiatives au niveau agricole, au niveau de la technologie, au niveau des industries culturelles et créatives, beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et un aspect très important aussi de cette allocution, c'est de dire que l'avenir et cette espérance, c'est dans nos écoles, c'est dans nos centres de formation, c'est dans nos universités. Et moi, je profite pour dire très bonne fête, la journée mondiale à tous les enseignants du monde. C'était hier leur journée. C'était hier donc leur journée. Est-ce que vous avez fait le même constat ou c'était un choix exprès? La vice-présidente ou la colistière, je crois qu'elle était dans le rôle de colistière à cette tribune-là, était transparente. C'est un choix? Non, ce n'est pas un choix, c'est une position, c'est une présence qui va avec le rôle en fait. Et il faut reconnaître à la vice-présidente, Madame Mariam Talata Chabizime, cette capacité à se faire présente, même quand on pense qu'elle est effacée. En fait, c'est du leadership.
parce que c'est un duo désigné, c'est un candidat désigné. Faire en sorte que le candidat soit celui qui porte l'événement et qui soit dans sa responsabilité. Du point de vue de la Constitution, c'est la même valeur entre nous. Oui, c'est le duo, c'est une paire. C'est le duo, oui. Mais c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que c'est fait preuve de leadership que d'avoir cette posture de Madame Mariam Chabi Talata, qui est une femme de grande humilité, qui est une responsable politique de grande discrétion. Et donc, ce n'est pas nouveau d'ailleurs, on peut le savoir avec le président Patrice Talon. Elle a cette capacité à assumer sa présence tout en étant discrète. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, le contenu du discours de Romuald Wadagne. Pour vous, jeune, de sa génération à peu près, quel est l'élément qui vous aura fondamentalement marqué dans ce discours? C'est la prise en responsabilité de la charge. C'est important parce que, vous voyez, notre génération, parfois, elle peut être perçue comme on peut la voir comme incapable de faire un certain nombre de choses. Cette prise en charge, comme on voit parfois les militaires remettre le drapeau et on arrache le drapeau, je crois que... Mais on n'avait pas l'impression, quand on a vu son attitude, un peu timoré, un peu timide, parfois les gestes ils sont tellement mesurés, tellement contrôlés qu'il a de la difficulté même à lever la main. Ça va avec la nature de l'événement. J'ai bien dit, nous ne sommes pas en meeting. Ce n'était pas un meeting, ce n'était pas un lancement de campagne. Et ça, c'était pas non plus un recueillement. Non, et bien entendu, c'était de la solennité. Et cela fut bien assumé en fait. Et donc, une responsabilité assumée en comprenant l'importance de la charge. Et pour qui c'est à qui on aspire succéder, il faut davantage savoir ce qu'il en est. Il a exprimé. Il a compris aussi, il a dit que c'est un moment d'unité de la nation. Parce que, humblement, il a dit, ce n'est pas l'événement pour un homme. Ce n'est pas, c'est pas une occasion de célébrer un individu. Il a clairement dit, c'est un moment de la nation. C'est un moment d'unité, comme d'ailleurs les responsables des partis politiques ont pu le dire aussi avant lui. Et donc, ensuite, l'engagement que cela implique. C'est le mot fort de son discours que moi je retiens. Unité, engagement, espérance. Et donc, le dire et le monnayer à chaque séquence de cette allocution, avec toute la gravité que cela implique, je crois que ce fut une belle signature. Pourquoi il parle de nation? C'est le candidat de la mouvance. Oui, mais candidat de la mouvance, mais candidat porteur d'une vision dans laquelle la nation se reconnaît, dans laquelle les fils et filles de cette nation se reconnaissent et estiment que cette vision, on devra continuer par la dérouler. Je ne vais pas nous faire le truc des résultats et tout. Nous savons là où le cap est aujourd'hui et comment le maintenir, comment le poursuivre pour être cela. Et il faut savoir, donc, on devrait se réjouir de cette capacité d'élévation du candidat en se rendant, en l'exprimant et en affirmant qu'il n'est pas qu'un homme d'un camp, qu'il est un homme de nation. C'est le lire ainsi et qu'il puisse le dire lui aussi. Il faut admettre que c'est une bonne compréhension de la responsabilité qui implique ce à quoi il aspire et que dans la démarche dans laquelle il est soutenu par les différents partis politiques. À la question de la continuité qui a commencé à être agitée depuis sa désignation, en quoi va-t-elle se décliner quand on a suivi un peu Romuald Wadagne à Parakou? Elle va se décliner, moi je vois premièrement en ce qu'il faut consolider les acquis. Il y a des acquis d'une gouvernance de 10 années. Il faut faire en sorte que ces acquis ils soient là. Il faut performer à partir de là davantage. Parce que le président Patrice Talon même a dit, je voudrais bien quelqu'un qui va me remplacer, qu'il puisse faire plus que ce que nous on a pu faire. Donc, c'est la consolidation des acquis, leur préservation et aussi la projection dans l'avenir. Et comme il a pu faire le lien, cette projection se fait avec ceux qui sont porteurs de l'avenir. Bien entendu, avec toutes les générations, celles qui sont en soubassement, celles qui accompagnent, celles qui conseillent, celles qui
autour apporte l'œil de l'aîné, l'œil du sage. Et je crois qu'il est le meilleur trait d'union de toutes les générations. Quand on dit continuité, en tout cas, ça sonne dans la tête pour beaucoup comme, je dois dire, les pas de celui qu'on a connu depuis 2016. Du coup, on se demande quelle sera la singularité, la particularité et l'apport de Romuald Wadayi quand on a vu tout ce qui a été fait jusque-là. Ben, son apport sera celle qu'un programme va décliner. Son apport sera celle qu'avec les partis politiques, on accouchera pour dire voilà la ligne. Parce qu'on est sur des étapes. Il va y avoir un projet, un programme de gouvernance et tout qui germera. Donc, c'est de dire que si nous prenons par exemple le segment de l'éducation, il dit l'avenir, c'est dans les écoles, c'est dans les centres de formation, c'est dans les universités. Moi, je note dans cette brève allocution, en fait, parce que son allocution était vraiment, pour moi, très synthétique, je note déjà un positionnement sur un segment social vital de toute nation, l'éducation. Et ça, il faut décrypter ça. Et ça sonne pour moi très bien. Donc, que le candidat, ce sera sa priorité. C'est une priorité. Il parle de jeunes qui sont dans le secteur agricole et qui sont dans le numérique, qui sont dans les industries culturelles et créatives. C'est des éléments qui commencent par dessiner ce qu'on pourra faire, ce qui est un programme de société pourrait être et comment l'avenir sera porté. Moi, je trouve que on ne va pas tout dire aujourd'hui, parce que ce n'était pas un meeting pour présenter non plus son projet de société. C'est un meeting pour recevoir sa candidature. Mais il y a déjà des éléments qui transparaissent et l'appui qui va être porté pour révéler le potentiel de la jeunesse, réveiller davantage ce potentiel, faire en sorte que les difficultés se transforment en opportunités. Je crois que tout est là, parce qu'il y a des difficultés des jeunes, il faut reconnaître. Il y a des difficultés d'insertion, des difficultés d'arrimage, formation et besoin de marché de l'emploi, des difficultés ou parfois de survie, où les gens rêvent d'ailleurs. Et il a dit, il faut qu'on rêve d'ici. Il ne faut pas rêver d'ailleurs. Notre pays est un grand pays, il est formidable. Ailleurs n'est pas toujours le point de chute ou l'Eldorado. Il faut créer donc les conditions. Ça veut dire qu'il comprend, il porte bien la mesure des choses. Il comprend qu'ici, davantage, il faut mettre en place les conditions qui nous permettent d'être créatifs. Et il a dit libre de développer le potentiel et de réussir en plus. Le tout, ça ne suffira pas d'initier, de déclencher des choses, mais qu'il faut réussir. Et le succès de tous, ce sera le succès de la nation. Vous êtes un membre de l'Union progressiste Le Renouveau. À partir de samedi, qu'est-ce qui va se passer? À partir de samedi? Après samedi, pardon. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous entrons d'ici quelques jours dans le dépôt des candidatures. Officiellement, il faut déposer... Il a réuni ses pièces déjà? Ah ben ça, de toutes les façons, pour qui connaît les partis politiques qui le portent et pour qui le regarde et qui l'observe, c'est un monsieur très organisé. Je pense que ça va être... ce n'est pas un élément sur lequel il faut s'attarder. Donc, déposer la candidature et organiser la suite. Et vous savez qu'au-delà de la présidentielle, les partis politiques sont engagés aussi sur les élections législatives et communales. Donc, c'est un ensemble de savoir que c'est une marche qui va s'arrimer selon l'agenda politique du pays décliné aujourd'hui au plan électoral par la Commission électorale nationale autonome. Donc, les activités qui iront avec continueront. On ne perd pas de vue qu'on est dans une grande période de pré-campagne. Donc, toutes sortes de mobilisations, de formation, d'encadrement, d'explication se mettront en place pour continuer le travail politique sur le terrain. C'est Fils Béoagia, merci beaucoup d'être venu sur la Plume. Merci, M. Agoy. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez dans les environs d'Abomey-Calavi et de Cotonou, vous aviez dû certainement remarquer, le temps il est pluvieux, grincheux dehors. Prenez vos dispositions avant de sortir de chez vous. Et c'est justement la période par excellence de plaisir et de bonheur pour les agriculteurs parce qu'ils font confiance à la terre qui a besoin d'être arrosée. Comme elle est arrosée, je vous conseille et je vous propose de découvrir justement ce métier d'agriculteur. On va aller dans un village quelque part à Abomey-Calavi, c'est le village de Gbodje. Nous sommes là dans l'arrondissement de Zinvier. Et je vous découvre justement un agriculteur à sa
tâches quotidiennes, la culture notamment de la patate douce. Comment cela se fait? Quelles sont les difficultés quotidiennes? Est-ce que c'est une activité prometteuse? Pourrait-on en vivre et nourrir sa famille? Élément de réponse dans ce magazine. Rodrigue prépare sa petite portion de terre pour la culture contre-saison de la patate. C'est déjà le moment, en ce mois de mars débutant. Rodrigue n'est pas très avancé. Avec ses copains qui ont bien voulu lui porter un coup de main, il est passé la veille nettoyer son terrain, un modeste espace d'environ un demi-hectare. Aujourd'hui, il est là pour arroser le sol. On a dans une glodie, on a pas Wally, on a pas d'eau, on a dans une église, on a pas de sang, des jaouis, au Dieu n'a été. Kaka, bame. Ouais, dossier aussi. 100 mètres, oui, on doit faire. Quand 100 mètres, oui, on doit faire. On doit faire. La quoi dit que analo, la quoi il boula le plus de il y en a pas 10. 500, il y en a pas 10. Le don dans Sina, le sion zone wa. Single fio pour info. Besi ọla yìí kúngbà diyan àzẹ àníyàn lọ gbogbo lè diyan àwọn tó lọ ewúlé ni ní àga kúbọ ẹ máa wúlé à àmọ́ ẹ náà bọ̀ à ẹ náà siyẹn. En moins de 2 jours, c'est la deuxième fois qu'il se plie à cette obligation, dans une zone pourtant inondable, à peu près 5 mois sur 12 dans l'année. Mais akpon di kaka ana akpon jibo jina jaba na akpon fio dio ena na de ena na gbo ni aga akpon saison ton amo dio na bo jiwa be o ena jadeji bo ji ko ena yon amo ni akpon ji tan teme ana turo jina ja semi lo me semi die me ni jima ja bebo Susan Lokpo atari o bo jima ja ahan awa ete anze mo to mo wa fi na don do wele o me bo ene o wele lo fun ena mo vivo wele mi po edo tanon de ron bo Susan aton atari de ron bo Susan ene o yino ya yéyà ọ fófó tọ wa ọ tọ na gbọn eji tọ ẹgbọn eji ọ efo ẹlẹkan wèrè nu tọ na kudo yìnyín alẹ lẹlẹfo. wẹ̀lì ọ eye besoin si. Taki on son besoin si taki alors taki ado e na do gbon fi ile a edo côté ton wa yino do ni ai kunba si on ila ku si ye mo la le kwenta kun mo la je didoji mo la je didoji
et besoin si on et maintenant si nous oui dit japon il faut m'attaquer on est. Irriguer son champ appelle un grand investissement pour le cultivateur de patates. C'est le premier niveau qui épuise financièrement les cultivateurs de cette région. Dernier bloc, j'ai dépensé 95 800. Un hectare de poids, un million de poids. Plus un essence. Un rouleur moteur. Je ne sais pas si on met le coup de l'amont. Donc, mais il y a des coups pour l'amblot. Puis, que les coups, mais les bouillons, et besoin de quoi. Tout le temps, avant de garder, mais en attention, il y a un problème qui vient de coup. Puis, je garde, mais il y a aussi un attention, frère Dion. Garde Dion est communiqué pour nous. Rivière d'Arro de Pou. Bon, mais il y a d'argent. Donc, d'argent, quand on coupe des. Bon, mais les gars, sont noués, et il y a par jour, il y a 5 000. Mais on a donc, si nous, c'est 5 000. Au camp, il y a un lion, et il y a un cadeau quand nous avons fidèle dans le. Après l'épreuve d'irrigation, il faut engager un autre pari, celui de décrocher des manœuvres pour aider à labourer cette terre ainsi mouillée. Il faut trouver son équipe au plus en 24 heures. Deux jours après l'irrigation, les laboureurs sont à l'œuvre. C'est une équipe constituée d'amis, disponible pour proposer ses services et ses bras pour labourer. Mais là, il faut prévoir de quoi les satisfaire. C'est gâteau, maman. Ouais, mais c'est grec pour le bébé. Donc, ils font le gâteau, mais le lait, quoi. Quand il y a des hommes, il y a pour quoi. Mais pour tabac, ouais. Pas le lait. Quand des mille dior, ok, 296. Oui, non. Tu vas les gléaux. À quoi il y a un moment où vous avez? À quoi il y a un moment où les gléaux? À maman quoi? A ouvert le minus a ouvert quoi ton temps. Mino bac betole. Mais n'a pas gléaux les mille. Mino bado comme il. Bon, mais j'ai fini au gléaux le na do yaperi. Bon, mina bro. Ay kumba bo ame. Wende ay kwa modo modio. E so de wa yo. Machine pot pop. Ne no dusio. Wa yo yi. Wa dusi togbo me. To da ho me hwe. Bo dondo ay kumba yi. Bo ay kumba e bo. En dusio a dusio bo pe me yo na bo. De bo wa no mi do le din. Amadan de ji ase ole a. Oh, na mi de. Yo gayi. Boku lo gbere. Oh, mi e ko ko mi wo. Pa mi be lo gayi. Na mi de o. Normal. Ajikulo de mu a. Do tagbadun mi do ate. Alaluwe me do ay amo me do ay kun le don mo do mi jona le gri ay go de wel yo don amo ile na ana khaya ana do ko no do yin khaya ikun gba we de ko mo gbri ka je so e lo e wa gbe me nu gbri po ba e do e kati de mi do mi din yo e no me le ko no 5000 do gbri po donc e a me disi wa fne din yo mais ça me dit c'est un jour. Et les Mathieu si vous voulez, et à Gaëtan, mais c'est là, d'ailleurs, il le gris. Mais Dio, et mais la défi, et moi. Après une lutte acharnée contre la terre avec une daba, les tâcherons marquent une pause. Il est près de midi et cela fait plusieurs heures qu'ils sont courbés.
Il faut bien céder aux exigences du corps qui veut souffler un moment. Ni le gban ni propriétaire di na tu no o mais le e do 5000 do gomitan bon je ko gbera 5000 ma do retraite à son ma do retraite parce que yi me hole de ko bo mi wa mo yo e do retraite ye ko yo akwari don transfer de bonwa ne pe wo bulo le o jan wa you know. Les laboureurs ne sont pas les seuls ouvriers sollicités pour la culture de la patate. Il faut aussi les femmes qui doivent profiter de l'humidité du sol pour mettre en terre ce qui deviendra plus tard ces plants de patates. Ouais, non, mon Dieu, non, bloquement. Ouais, ils sont déjà bloqués. Avec nous, Annie. Il y a bloqué Annie, tu es en fait. Va titer, ouais. Des moyens pour nous, et nous blâmons nous finir par lui. Il m'a fait ouais, tu es bloqué. Dès l'année 70, dès l'année 70, il a deux rien avec lui, il a soit 5 000, a deux rien 10 000, il a soit il a beau 100 euros. Il y a des hommes qui ont badano, mais gobo vindo glaison, mia oule miai. La période de plantation reste la dernière étape de la première phase de pression pour la culture de la patate. Il faut bien connaître le temps pour ne pas planter ni trop tôt ni trop tard. Et dans un contexte de village, les cultivateurs se fient au changement du temps et à ses caprices qui peuvent être aussi trompeurs. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Wanisbeck, on parie sur vous. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi.
Une fois encore, cette semaine, un agenda politique bien chargé. Parakou a vibré samedi aux couleurs des 4 partis de la majorité présidentielle, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale et Mouel Béné et leur soutien ont investi le duo qui les représente à l'élection présidentielle d'avril 2026. Des déclarations sont faites, le discours du candidat est l'élément qui aura retenu les attentions. La FCBE sur la ligne de départ pour la présidentielle a également désigné son candidat, Paul Rompé, secrétaire exécutif national, portera les couleurs du parti. Qui va le seconder dans la quête du pouvoir d'État? Question au cœur du débat que nous aurons tout à l'heure. Les démocrates sont toujours au laboratoire à une semaine de l'ouverture du registre de dépôt des dossiers de candidature. Boniaï et son parti maintiennent toujours le suspense. Des noms circulent et nous irons voir de près si l'une des récentes arrivées, l'homme politique Daniel Eda, s'inscrit en prétendant sérieux. Au bout des lèvres cette semaine, c'est bien le mot investiture. Que devons-nous comprendre de ce mot-clé? Investiture, c'est l'acte par lequel un parti politique choisit officiellement son ou ses candidats pour une élection. Vous avez des cartons pour nous au cours de la semaine et vous avez 2 ce soir. On commence par la mouvance présidentielle par ricochet pour le président Patrice Talon parce que je donne un carton vert à Monsieur le Président ce soir. Pourquoi? 3 raisons principales, Christian Dadidjan. La première raison, parce que la majorité a su surligner et formaliser une candidature commune sans éclat public majeur, ce qui n'était pas évident. Romuald Wadani, il est aîné de 5 enfants. Romuald Wadani donc est expert comptable politique béninois, né le 20 juin 1976 à Lokossa au Bénin. Cette investiture n'est donc pas seulement celle d'un homme, d'une femme ou d'un camp politique. C'est un moment qui appartient à toute la nation béninoise. Je pense que le plus grand ne sera pas seulement ce discours, ne sera pas seulement cette cérémonie qui a été faite à Parakou. Pendant 40 jours, Goliath a terrorisé Israël, mais il a suffi d'un petit David envoyé par le roi pour le terrasser. Nous sommes encore dans cette répétition et certainement notre président, il veut parler du président, je pense, Boniaï, roi, enverra le David qui terrassera Goliath et le peuple aura la paix. Non. Oui, je pense que le David, David peut ne pas être lui, ce David-là, oui. Parce que prendre l'adhésion comme courte échelle pour être candidat à une semaine d'un parti politique comme celui-là, je pense que c'est à eux d'analyser. Oui. Au niveau des critères, j'ai vu quelque part, c'est écrit, il faut avoir milité, oui. Il faut faire des actions. Être membre fondateur du parti. Non, au-delà même de membre fondateur, c'est que... il faut avoir travaillé vraiment à implanter les partis. Lui, Eda, il a fait quoi avec les démocrates? La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur,
spécialisée dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac plus 3 et master Bac plus 5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction, USMB laissez la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou, contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Une fois encore, cette semaine, un agenda politique bien chargé. Parakou a vibré samedi aux couleurs des 4 partis de la majorité présidentielle, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale et Mouel Béné et leur soutien ont investi le duo qui les représente à l'élection présidentielle d'avril 2026. Des déclarations sont faites, le discours du candidat est l'élément qui aura retenu les attentions. La FCBE sur la ligne de départ pour la présidentielle a également désigné son candidat, Paul Rompé, secrétaire exécutif national, portera les couleurs du parti. Qui va le seconder dans la quête du pouvoir d'État? Question au cœur du débat que nous aurons tout à l'heure. Les démocrates sont toujours au laboratoire à une semaine de l'ouverture du registre de dépôt des dossiers de candidature. Boniaï et son parti maintiennent toujours le suspense. Des noms circulent et nous irons voir de près si l'une des récentes arrivées, l'homme politique Daniel Eda, s'inscrit en prétendant sérieux. Au bout des lèvres cette semaine, c'est bien le mot investiture. Que devons-nous comprendre de ce mot-clé? Investiture, c'est l'acte par lequel un parti politique choisit officiellement son ou ses candidats pour une élection. Vous avez des cartons pour nous au cours de la semaine et vous avez 2 ce soir. On commence par la mouvance présidentielle par ricochet pour le président Patrice Talon parce que je donne un carton vert à Monsieur le Président ce soir. Pourquoi? 3 raisons principales, Christian Dadédian. La première raison, parce que la majorité a su surligner et formaliser une candidature commune sans éclat public majeur, ce qui n'était pas évident. Romuald Wadani, il est aîné de 5 enfants. Romuald Wadani donc est expert comptable politique béninois né le 20 juin 1976 à Lokosa au Bénin. Cette investiture n'est donc pas seulement celle d'un homme, d'une femme ou d'un camp politique. C'est un moment qui appartient à toute la nation béninoise. Je pense que le plus grand ne sera pas seulement ce discours, ne sera pas seulement cette cérémonie qui a été faite à Parakou. Pendant 40 jours, Goliath a terrorisé Israël, mais il a suffi d'un petit David envoyé par le roi pour le terrasser. Nous sommes encore dans cette répétition et certainement notre président, il veut parler du président, je pense, Boniaï, roi, on verra le David qui terrassera Goliath et le peuple aura la paix. Non. Oui, je pense que le David, David peut ne pas être lui, ce David-là. Oui. Parce que prendre
prendre l'adhésion comme courte échelle pour devenir, pour être Surtout candidat à une semaine d'un parti avant que le politique parti a lancé. comme celui-là, je pense que c'est à eux d'analyser. Au niveau des critères, j'ai vu quelque part, c'est écrit, il faut avoir milité, il faut faire des actions. Être membre fondateur du parti. Non, au-delà même de membre fondateur, c'est que... Il faut avoir travaillé vraiment à implanter les partis. Lui, Eda, il a fait quoi avec les démocrates? La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. De retour pour nos moments de discussion. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, On aura deux actes de discussion à avoir. On va retourner sur notamment l'événement de samedi dernier à Parakou, l'investiture du duo Wadaïn Talata au nom de la mouvance pour la présidentielle de 2026. On va d'abord analyser un peu, je dois dire, les grands moments de la cérémonie, puis revenir sur le contenu du discours de l'homme de Parakou, faut-il dire. Ulrich, qu'est-ce que vous aura marqué dans l'organisation? Il y a quelques points forts qui ont beaucoup plus marqué. D'abord, regarde l'effervescence qu'il y a eu dans la ville de Parakou. On a eu beaucoup de retours de Parakou et même au niveau du stade Omnisport de Parakou. Cela veut dire que de tels événements, effectivement, ça réveille une ville. Deuxième chose, on a lu les différents discours, on a entendu les différents discours prononcés par les différents orateurs qui ont véritablement donné des précisions sur justement cette union autour du duo Wadaïn Talata. Donc ça a permis également de comprendre que effectivement les quatre grandes formations
politiques acquises à la cause du président Patrice Talon soutiennent véritablement le candidat Ouadani. On a également vu la profondeur du discours de ce candidat qui, à la limite, est assez rassembleur et qui a beaucoup plus mis l'accent sur la jeunesse. Et le dernier aspect, c'est qu'on a vu Ouadani qui, bien qu'après avoir salué les têtes de pont des différentes formations, a mis un accent particulier sur ABT, qu'il considère comme un conseiller privilégié, et finalement Maître Genès Ogbenou, à qui il décerne carrément, je dirais, à qui il reconnaît son sens de sacrifice pour l'intérêt général. Je pense que c'est maintenant que, tout ce que moi je lis à travers ceci, c'est maintenant que Romuald Ouadani prend véritablement la mesure de sa casquette politique. Pendant longtemps, on a vu le technocrate, mais maintenant, on commence par voir l'homme prendre véritablement la mesure de sa casquette politique. Eric? Je pense que nous avons assisté à une investiture qui nous a permis de nous rendre à l'évidence de deux choses. La première, c'est le candidat qui accepte enfin avec humilité sa désignation. Donc aujourd'hui, en tout cas depuis ce samedi, il accepte vraiment d'être le candidat de la mouvance présidentielle. Ensuite, c'est le renouvellement de l'engagement des 4 partis de la mouvance à accompagner véritablement le candidat. Parce que justement, ce sont ces partis qui ont porté le choix sur lui, ce sont ces partis qui l'ont désigné, et à travers l'investiture, il a accepté. En plus, je pense que à travers son discours, on peut déjà se faire une idée, un peu comme l'avait relevé votre invité un peu plus tôt, des grandes lignes de ce que sera véritablement le champ d'action du candidat. Il a consacré beaucoup de temps à la jeunesse, ce qui est relativement compréhensible dans la mesure où, bien jeune qu'il est lui-même, donc il ne saurait se détourner vraiment de cette jeunesse qui voit déjà même en cette candidature le signe d'un espoir, justement. Et donc, là-dessus, je pense que il fait bien de montrer à cette jeunesse dont il a évoqué même les chiffres dans son discours, qu'il est là véritablement pour eux et qu'il fera un travail véritablement avec eux. Le reste, c'est des déclarations de reconnaissance aux 4 formations politiques, à Patrice Talon pour le guide qu'il représente pour toute la mouvance, mais aussi cette promesse de gouverner avec courage, avec constance et intégrité, tout ce qui va avec. Donc, on avait vraiment tous les ingrédients de quelqu'un, comme l'a dit Ulrich, qui a pris la mesure de la situation et de ce qu'il attend comme travail à abattre sur le terrain. Je pense que nous l'avons compris, on le savait depuis, rien ne changera de la vision. Il a dit, la vision est claire, le chemin est tracé, mais par contre, il faut travailler justement pour maintenir cette vision. Gaston Dessous, dans une conférence de presse, l'avait dit, et dans un Agbaza. Et je pense que le candidat l'a véritablement compris. Alors, deux petits détails qui ont alimenté un peu les critiques sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir vu le candidat en costume. C'est d'avoir aussi remarqué cette distance entre lui et puis les participants qui sont quand même venus communier avec lui. On ne l'a pas vu dans un geste de bain de foule, peut-être que pour des raisons de sécurité, qui sait. Mais dans l'ensemble, nous avons assisté à une investiture bien organisée, bien structurée. Il n'y avait pas de bousculade, donc je pense que les invitations étaient maîtrisées, le nombre était maîtrisé, parce que le défi également dans ce genre d'événements, c'est qu'on assiste justement à des incidents en raison du nombre de personnes, puis tout ça. Je pense que les organisateurs ont veillé à ce que ces détails soient véritablement respectés. On les attendait aussi au carrefour de ce que les moyens roulants qui allaient être utilisés ne seraient pas des plaques bleues, et vous connaissez la critique. On utilise des moyens de l'État pour faire de la politique. En tout cas, dans ce contexte ici, cela serait très mal vu. Mais donc, vu le nombre de personnalités qui s'est déplacées de Cotonou pour Parakou, on a remarqué quand même qu'il y a une discipline à la matière où on a veillé à ce que aucun moyen de l'État ne soit visible, ne soit utilisé dans le cadre de cette investiture. J'espère que cette discipline, justement, va être observée sur l'ensemble du processus.
Allez, on va changer d'axe de discussion. Hein. Le grand message contenu dans son discours, le riche, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, le premier message, d'abord, le candidat qui dit « J'accepte avec humilité et responsabilité ». Deux mots forts. Humilité, ça veut dire déjà que, a priori, je reconnais que je ne mérite pas, ou du moins ce n'est pas par ma propre force que je suis à ce poste-là, à désigner ainsi comme candidat. Donc, il y a cette humilité. Cette humilité, c'est d'abord envers les grandes formations qui ont accepté de lui donner ce témoin, ce bâton de témoin. L'autre chose, l'humilité, c'est aussi vis-à-vis de ces milliers de militants, de ces centaines de milliers de militants, qui aussi, peut-être, avaient des ambitions, mais qui finalement ont accepté de laisser le choix aller vers Ouadani. Humilité aussi en disant, je ne suis pas grande personne, mais au moins vous avez porté votre choix sur moi, a priori, je veux le faire. Responsabilité, ça veut dire que le candidat comprend que c'est une lourde charge qui est désormais sur ses épaules et qu'il est aussi appelé à l'assumer avec toute l'intégrité, parce qu'il a dit vers la fin, toute l'intégrité, tout le courage qu'il faut et la constance dans le travail qu'il aura à faire. Donc je pense que quelque part, il a véritablement dit certaines choses qui sont fortes. Et l'aspect qui a le plus retenu mon attention, c'est quand il dit que les périodes les plus difficiles, c'était dans les 9 dernières années. Est-ce à dire que le candidat est en train de nous dire que c'est maintenant que commence la prospérité partagée? Alors nous attendons avec nos assiettes grandes ouvertes. Oui, Eric. Dans son discours, il y a vraiment des phrases fortes, justement, comme on pouvait s'y attendre à de pareilles occasions. Romain Ouadani dit « Je serai le candidat de tous les Béninois ». Et donc, il tend la main à tous les Béninois, à tous les bords politiques, qu'on soit de gauche ou de droite, de milieu, ou du centre, de l'extrême, et puis tout ça. Eh bien, il veut être rassembleur. Il se positionne justement un homme rassembleur autour de son idéal, de sa vision qu'il veut justement perpétuer, pour ce qui a été fait par Patrice Talon jusqu'à ce moment précis. C'est aussi cette émotion qu'il a créée, hein, justement en nous rappelant cette histoire entre lui et son père, quand il traversait ce trajet jusqu'à Parakou, une ville qu'il a connue, une ville qu'il a vue grandir et tout. C'est bien d'amener les concitoyens à rentrer dans ce coin privé du candidat. Peut-être que très peu le savaient véritablement qu'il avait pris par cette ville, d'autant qu'il est très discret en tout cas sur sa vie privée. En tout cas, toujours est-il que on a remarqué que ça a été quand même un discours assez structuré où chaque compartiment est réservé à un message précis. Les partis politiques en ont eu pour leur compte, Patrice Talon justement a eu pour son compte, voyez-vous, quelques déclarations d'intention, d'action justement a été délivrée, l'éducation, la jeunesse, la technologie, l'agriculture également, voyez-vous. Donc je pense que maintenant que la locomotive est lancée et que le décor est véritablement planté, c'est vraiment la suite qui nous intéresse justement. Donc l'investiture, c'est chose faite. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Il a accepté cette désignation, cette charge. Maintenant, il faut justement, comment on dit, se mettre sur le terrain pour que le travail de la conquête de l'électorat véritablement se poursuit. Parce que c'est aussi là l'autre défi. Nous le connaissons technocrate, nous le connaissons carré dans la tête pour les chiffres et tout ce qui va avec, et c'est ce côté justement que nous avons envie de voir du candidat, le voir à la rencontre de nos populations, parler de sa vision, de ce qu'il compte faire pour les Béninois. Allez, chers messieurs, merci beaucoup, très bonne journée. C'est la fin d'Actu Matin, merci d'avoir été là, bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'essentiel de cette revue de presse est consacré à l'investiture
du duo Wada-Intalata, candidat pour la présidentielle de 2026. Et surtout, le candidat Romuald Wardani est comme l'affiche Matin Libre, le duo Wada-Intalata investi à Parakou. Le pays émergent, le duo Wada-Intalata investi candidat de la mouvance. Bénin Intelligent croit savoir qu'il est prêt lorsqu'il déclare « Je veux être le candidat de tous les Béninois » et titrant le duo Wada-Intalata prêt pour la conquête du pouvoir, Fraternité pointe que Romuald Wardani, à l'occasion de son investiture à la présidentielle de 2026 à Parakou, a prononcé un discours empreint d'émotion et de détermination en acceptant l'appel des grandes formations politiques réunies autour de sa candidature. Entre hommage à Patrice Talon, appel à l'unité nationale et promesses d'un avenir centré sur la jeunesse, le ministre d'État fixe le cap d'une nouvelle étape du développement du Bénin, fondée sur la continuité, la rigueur et l'espérance. Le candidat Romuald Wardani fait forte impression, placarde le challenge pour lequel c'est officiel. Romuald Wardani et Tchabi Yerima Talata sont officiellement investis comme le duo candidat de la majorité présidentielle. Cette cérémonie, qui s'est déroulée le samedi 4 octobre 2026 à Parakou, a été marquée par la forte mobilisation des militants et formations politiques soutenant les actions du gouvernement de Patrice Talon. Elle constitue également l'occasion pour le candidat Romuald Wardani de s'adresser pour la première fois à ses soutiens, ses sympathisants et aux Béninois de l'intérieur et de la diaspora. Le Soleil Bénin Info d'indiquer que Romuald Wardani accepte la grande mission. Parakou scelle l'union autour du duo Wada-Intalata, affiche en premier titre la nation qui décrit l'ambiance notée lors de l'investiture en relatant qu'entre ferveur populaire et symbole d'unité nationale, la cité des Kobourou a accueilli le samedi 4 octobre dernier la cérémonie d'investiture du duo Romuald Wardani, Mariam Tchabi Talata, candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, une journée historique qui marque le début d'un nouveau chapitre politique, une description ponctuée de scènes vivaces comme plein à craquer, le stade omnisport vibrait sous une marée humaine venue vivre un moment que beaucoup décrivent comme historique. L'investiture du duo Romuald Wardani Mariam Tchabi Talata, candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, et puis le candidat qui donne le ton de ce que sera sa gouvernance axée sur la jeunesse. Et comme le note l'économiste du Bénin, Romuald Wardani s'engage à bâtir avec la jeunesse. Le potentiel Wardani scelle un pacte de confiance avec la jeunesse béninoise. Pour Décryptage Info, Romuald Wardani place son engagement sous le signe de l'unité nationale et de la jeunesse. Face à une foule enthousiaste, il a défendu une vision fondée sur la continuité, la résilience et la transmission, affirmant vouloir construire un avenir où chaque jeune puisse rêver, entreprendre et réussir. Pour son bonheur, pointe l'éditorialiste de Fraternité, il n'est pas livré à lui-même sur le chemin plein d'embûches sur lequel il s'engage aujourd'hui. Il est sous le parapluie d'un mentor qui connaît le pays ainsi que chaque acteur politique comme sa propre poche. Ce n'est pas le moindre des atouts, c'est son principal atout. Notons que les formations politiques de la majorité présidentielle n'ont pas tari de soutien à l'endroit du duo. Et pendant ce temps, le challenge révèle une trentaine de prétendants à la candidature du Parti Les Démocrates. Depuis son entrée sur la scène politique, le parti s'est imposé comme la principale force d'opposition au régime de la mouvance présidentielle, portée par la figure emblématique de l'ancien chef de l'État, Thomas Boniayi. Le parti nourrit l'ambition de reprendre le pouvoir par les urnes après une décennie d'absence aux plus hautes fonctions de l'État. Mais la multiplication des candidatures internes, une trentaine selon une commission du parti, pose un véritable défi de gouvernance. Comment concilier les ambitions individuelles avec l'impératif d'unité autour d'un ticket présidentiel unique et crédible? L'enjeu qui attend Boniayi et les démocrates est grand, conclut le journal.
Dans la suite, une note de sport avec Fraternité qui écrit que le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 le vendredi 3 octobre 2025 au siège de Celtis Bénin. Une liste qui reste similaire à celle des précédentes journées des éliminatoires. Pas de nouveauté. À l'approche des matchs décisifs contre le Rwanda et le Nigeria, l'entraîneur franco-allemand a choisi de maintenir une liste qui semble être la même que pour les 7e et 8e journées des éliminatoires, malgré l'absence de joueurs comme Rachidi Moumini et Rodolphe Aloko, tous deux blessés, ainsi que de Candace Fiogbe qui manque de temps de jeu en club. On note le retour de Rodrigue Fassinou dans cette liste de 25 joueurs. Fin de la revue de presse quotidienne. Merci de me retrouver demain.